Notre invitée politique qui est eurodéputée sortante, Les Républicains, c'est Laurence Sayet. Vous pouvez y aller parce que sinon elle va s'asseoir sur les genoux de l'un d'entre vous. Bonjour Laurence, je vous laisse vous asseoir tranquillement. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas pressé. On va d'abord parler, Éric Decoutet bien évidemment, reste avec moi pour l'interview. Merci beaucoup d'avoir accepté notre interview ce matin dans le 6-9. Alors, première question, Emmanuel Macron a demandé hier la trêve politique pendant les Jeux Olympiques, alors qu'il visitait le village olympique de Saint-Denis. Vous y croyez, vous, à la trêve politique ? Je le souhaite, en tout cas, parce que je pense que c'est un grand événement pour la France et que ce qui compte aujourd'hui, c'est que ça se passe bien. Donc je pense qu'on n'est plus à quelques jours ou quelques semaines même près et qu'il est important de laisser dérouler les Jeux Olympiques dans la sécurité, puisque c'est mieux quand même de maintenir le ministre de l'Intérieur qui lui-même a préparé ces JO. Et puis, il faut aussi que les Français puissent profiter de cet événement, même si pour les Parisiens, aujourd'hui, on l'a vu, ça reste un moment un peu difficile, notamment pour les commerçants. Et j'espère qu'ils pourront bénéficier après de l'événement comme ils le pensaient. Hier, Laurent Wauquiez a dévoilé son pacte législatif. Il l'a mis sur la table du camp présidentiel. C'est vrai que ça fait un petit peu liste de courses. J'aimerais que vous m'aidiez à décrypter la stratégie de Laurent Wauquiez. On a l'impression qu'il essaie de garder un pied dedans, un pied dehors. Il ne veut pas de coalition gouvernementale. Il veut quand même ce pacte législatif. Qu'est-ce qu'il veut concrètement, Laurent Wauquiez ? Ce qu'il veut, c'est mettre sur la table des propositions qui nous engagent, qui engagent les députés sur un pacte de 13 textes notamment. Ces propositions ont maintenant été présentées et le parti les Républicains s'engage à voter ces textes si un exécutif s'en empare. Je pense que c'est important d'être sur le fond et d'être sur les idées parce que on a beaucoup entendu ces derniers jours, si vous voulez, des distributions de postes, des positionnements et il faut revenir aux fondamentaux. Quand vous êtes en campagne sur le terrain, moi je l'ai été pendant les législatives, les questions qu'on vous pose, c'est qu'est-ce que vous voulez faire pour le pays, plus que le moyen, si vous voulez, d'y arriver. Oui, un pacte législatif, non à une coalition. Mais pourquoi ne pas aller au gouvernement pour porter encore plus vos idées dans ce cas-là ? Quand vous allez dans un gouvernement, si vous voulez, vous en assumez toutes les décisions. Ce qui est normal, il y a une solidarité gouvernementale. Aujourd'hui, peut-être que Renaissance va discuter avec la gauche, notamment, sur des mesures qui ne conviendront pas à la droite. Et c'est là où on se retrouve à nouveau, si vous voulez, dans un système totalement incompréhensible. J'ai vu que M. Darmanin, par exemple, revenait sur une éventuelle augmentation du SMIC. L'augmentation du SMIC, ça ne se décrète pas. L'augmentation des salaires, ça se crée, et notamment par la compétitivité, en redonnant à nos entreprises les moyens d'être compétitives. D'ailleurs, parmi les 13 textes, il y a une loi compétitivité. Et c'est ça qui est important. Si on ne donne pas aux entreprises la possibilité d'augmenter les salaires, vous pouvez faire toutes les promesses que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Donc pour revenir à l'aspect plus politique, si vous me le permettez, ce serait difficile pour la droite aujourd'hui de dire « Ok, on va se mettre dans une coalition, mais avec des mesures qu'on ne soutient pas ». Ce n'est pas ce que demandent les Français. Est-ce que vous pensez que vos électeurs et les citoyens français en général comprennent que il y a 3 jours, et c'était quasiment vu au su de tous, il y avait des négociations, il y avait des discussions, il y avait des tractations pour des postes à l'Assemblée. Votre famille en a eu beaucoup, peut-être beaucoup plus que ce que son score aux législatives pouvait le laisser penser, et que, parallèlement à côté, il y a la présentation d'un programme disant surtout, on n'a pas de coalition, surtout on ne s'entend pas, surtout on n'en fait pas partie. Comment est-ce qu'on peut avoir ce double langage ? Ou alors est-ce que Laurent Wauquiez a inventé un nouvel en même temps ? On est en même temps avec et en même temps dehors. Mais ce n'est pas du tout un double langage, c'est 2 sujets totalement différents. Vouloir des responsabilités à l'Assemblée, c'est tout à fait normal pour un groupe politique. Je vous rappelle que l'objectif... Et vouloir les voix de la majorité, enfin de l'ancienne majorité aussi. Il y a une différence entre l'organisation de l'Assemblée et le législatif et les textes qui vont être votés. D'abord, il fallait faire barrage à une présidence de l'Assemblée communiste. Nous l'avons fait. Le RN ne l'a pas fait. Ensuite, il était important, effectivement, que des députés de la droite républicaine puissent avoir des responsabilités au sein de l'Assemblée. Ça, c'est l'organisation de l'Assemblée. On a vu que le RN a fait élire 2 vice-présidents de LFI. Personne ne leur reproche, c'est bizarre, on trouve qu'ils sont victimes de quelque chose. À eux, on ne leur dit rien, alors qu'à cause du RN, il y aura au niveau du bureau une majorité du nouveau Front populaire. Ensuite, il y a les lois, il y a les projets pour les Français. Et là, nous sommes sur un autre sujet. La droite a des fondamentaux, d'un point de vue économique, sur la partie immigration et sur la partie sécuritaire. C'est normal que les députés de la droite républicaine défendent des textes sur lesquels ils ont été
élus. Le programme législatif qui a été présenté par les candidats, les Républicains, reprend ces propositions-là. Vous voudriez qu'on dise quoi? Vous nous avez élus pour plus de compétitivité, moins d'immigration et plus de sécurité, et puis nous allons entrer dans une coalition où éventuellement Laurence, ils vont faire le contraire. On a bien compris. Je pense que les Français se demandent si vous êtes avec ou si vous êtes contre, ou si vous êtes sur cette ligne de crête dont on se demande ce qu'elle représente. Vous êtes avec ou vous êtes contre, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de avec ou contre. La droite républicaine est indépendante. C'est pas avec ou contre. Il y a des textes sur lesquels la droite républicaine s'engage, et c'est du fond. Il n'y a pas de avec ou contre. Vous savez bien que les majorités se font sur des textes. Tout le monde nous parle de coalition comme au Parlement européen. Au Parlement européen, si vous voulez, et j'en sors... les coalitions se font sur des projets et sur des textes. 13 mais le risque, c'est la motion de censure, après, s'il n'y a pas aussi une coalition majoritaire. C'est aussi pour ça qu'on parle de coalition. En tout cas, si un exécutif s'empare de ces textes, les députés, la droite républicaine, s'engagent à les voter. Est-ce qu'avec 47 députés, la droite républicaine peut vraiment peser sur les débats, ou est-ce que vous comptez aussi sur le Rassemblement national, sur certaines mesures, par exemple l'assistanat, sur l'immigration, sur les OQTF? Ce sont des mesures qui sont plutôt RN compatibles. Tant mieux si elles sont votées par les uns et les autres. Ce qui compte, c'est d'être... Vous savez, je vous assure vraiment, à chaque fois que j'ai croisé des Français de droite en campagne, ils m'ont dit « Nous voulons une droite indépendante, une droite qui reprenne nos fondamentaux ». Personne n'a envie qu'on soit absorbé ou par le RN ou par la majorité. Vous pensez que les Français attendent qu'on soit pour ou contre, mais pour ou contre quoi? On ne connaît même pas, si vous voulez, les orientations politiques qui seront prises. S'il y a des négociations avec la gauche qui ne conviennent pas à la droite, pourquoi la droite irait, si vous voulez, dans un bloubi-boulga où personne ne comprendra rien? Pour l'instant, il ne semble pas que le chef de l'État se tourne vers la gauche pour former un gouvernement. En tous les cas, ce n'est pas l'impression qu'on a. Est-ce que vous, les Républicains, canal historique, êtes prêts à participer, vous dites un exécutif, de participer d'une façon ou d'une autre à un gouvernement où c'est quelque chose qui est hors de question? Laurent Wauquiez a été clair hier sur le sujet, et les parlementaires qui sont dans son groupe le sont aussi. Pas de coalition, il n'y aura pas de participation au gouvernement, il y a du fond, des textes, des lois sur lesquelles les députés s'engagent à voter. Alors, le pacte législatif présenté par Laurent Wauquiez hier a provoqué l'ire de votre ancien collègue Éric Ciotti. Il a dit que Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand et leurs amis, donc vous, en fait, étaient des supplétifs d'Emmanuel Macron. Il parle de trahison. Et ensuite, il demande de voter. Il demande aux adhérents de choisir entre deux lignes. En gros, la sienne, qu'il appelle l'alliance des droites dans la dépendance, et puis l'autre, ce qu'il estime être votre ligne, en fait, qu'il appelle l'intégration des LR dans le camp macroniste. La droite telle qu'on la connaît est-elle en train d'imploser ? Vous savez, ça fait 15 ans qu'on nous dit qu'on va disparaître, donc j'ai été au bureau politique pendant plus de 10 ans et chaque jour on nous a dit qu'on allait disparaître. Donc ça, c'est pour répondre à l'implosion. Là, vous avez quand même perdu une partie de vos députés. C'est quand même historique lorsque Éric Ciotti je trouve que a dit compte tenu, vous savez que compte tenu du contexte national, et pour avoir fait campagne, je peux vous dire que ceux qui ont été élus, c'est absolument admirable, parce qu'il y avait une énorme confusion sur le terrain suite au départ de M. Ciotti. Donc je pense que les députés qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale ont mené des combats très difficiles. Ensuite, M. Ciotti demande à ce qu'on choisisse entre LR qui serait absorbé par Emmanuel Macron ou LR qui serait absorbé par le RN. Eh bien, aucun des deux. C'est un LR indépendant, comme cela a été présenté hier. Il n'y a pas de question ni d'être absorbé par le RN, nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas le même projet, ni d'être absorbé par la majorité, enfin ancienne majorité ou Renaissance, qui chercherait ça aussi. Il n'en est pas question, Laurent, c'est une ligne d'indépendance. Chacun peut raconter ce qu'il veut, ça fait une semaine que je répète qu'il n'y aura pas de coalition, que c'est la position de Laurent Wauquiez et des députés du groupe, et qu'il y aura un pacte législatif. Ça ne bouge pas. La question que pose Éric Ciotti, est-ce qu'elle n'est pas légitime? Est-ce que c'est pas le moment de consulter vos adhérents et pour trancher la ligne? Il y a débat de cette ligne, y compris il y a débat, excusez-moi, mais quand on regarde les propositions du pacte législatif, il y a un certain nombre de mesures dont on pourrait facilement imaginer que le Rassemblement national les soutiendrait, voire ne s'y opposerait pas. Donc est-ce que ce n'est pas le moment venu, est-ce que vous êtes donc d'accord avec Éric Ciotti, pour dire tranchons la question du positionnement des Républicains par rapport au Rassemblement national ou à la Macronie en les consultant?
Donc en fait, vous voudriez, monsieur, que je vous dise, bah oui, alors est-ce qu'on va être RN ou est-ce qu'on va être majorité? Donc je me demande, est-ce que vous êtes d'accord avec la consultation, la proposition attendez, mais une consultation sur une question qui est de questions invraisemblables qui n'existent pas. LR ne sera pas absorbé par le RN et LR ne sera pas absorbé par le camp macroniste. Donc pourquoi poser une question qui n'existe pas? Est-ce que vous pouvez considérer, monsieur, que tous ceux qui ont été élus l'ont été sur une ligne claire d'indépendance, ont été élus sur des idées. La lutte contre l'immigration, ça n'appartient pas au RN. La sécurité, ça n'appartient pas au RN. On est assez grand pour avoir nos propositions, les mettre sur la table et qu'elles soient votées. On n'a pas besoin d'être absorbé par quiconque. Alors, aujourd'hui, la droite a résisté dans une situation très difficile. Je vous le redis, le départ de M. Ciotti a mis de la confusion. On ne savait pas, vous êtes député. Donc ça, c'est une chose. On a résisté à ça. Maintenant, il faut avancer. Je pense qu'hier, la conférence de presse qui a été donnée à la fois par M. Wauquiez et à la fois par le président du groupe au Sénat, M. Retailleau, a été très claire sur le sujet et a répondu clairement à cette question. Si on vous comprend bien, vous êtes opposé à cette consultation des adhérents. Parce que quand on regarde les sondages qui ont été publiés, je pense pendant la campagne législative, il y avait à peu près 50% d'électeurs, enfin, en tous les cas de sympathisants de votre mouvement, qui étaient pour un rapprochement avec le Rassemblement national, 50% qui étaient contre. Donc vous balayez du revers de main la proposition d'Éric Ciotti de cette consultation. Alors moi déjà je n'ai pas la compétence, si vous me permettez, au niveau du parti, de décider s'il y a des consultations ou pas. Donc je laisserai ceux qui sont aux manettes répondre précisément à cette question. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'aujourd'hui, et pardon de le répéter, la droite républicaine doit et sera indépendante et nous n'avons pas à répondre à une question qui n'existe pas, c'est-à-dire être absorbé par le RN ou être absorbé par la Macronie. Ça n'existe pas. Vous comprenez vous savez, les gens qui ont mis un bulletin, les Républicains, dans l'urne au moment des législatives, ils n'ont pas voté pour la Macronie ou pour le RN, ils ont voté pour des députés, les Républicains. On existe sur nos idées. Ce ne sont pas les idées du RN, il peut y avoir des idées communes. Ce ne sont pas les idées de la Macronie, il peut y avoir des idées communes. Mais on est un bloc qui existe avec nos propres fondamentaux. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'on a toujours envie de nous faire éclater et de nous mettre à droite ou plus au centre. Mais aujourd'hui, la résistance qu'il y a eu par les députés élus, démontre qu'il y a la place pour une droite républicaine. Le groupe n'est pas si ridicule que ça, hein, pardon de vous le dire. Et si M. Ciotti avait eu un succès fou, ce ne serait pas 16 ou 15 députés, peut-être en aurait-il plus. Mais moi, je ne suis pas là pour mener la guerre à Éric Ciotti. Nous avons assez souffert de cette situation et je ne remettrai pas des pièces dans la machine aux différentes attaques. Juste sur Éric Ciotti et aussi la stratégie du parti, on sent un Éric Ciotti qui est très amer vis-à-vis de Laurent Wauquiez, qui l'a pourtant longtemps soutenu pour la présidentielle de 2027. Sur la stratégie justement de Laurent Wauquiez, qui a un pied dedans, un pied dehors, est-ce qu'en fait c'est que tout simplement il n'a pas envie de gouverner maintenant, il met ses propositions sur la table, mais lui, ce qu'il a en ligne de mire, c'est 2027. Je ne comprends pas votre expression d'un pied dedans, un pied dehors. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est ce que vous dites depuis tout à l'heure, mais c'est faux. Il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Il y a les deux pieds dans la droite républicaine avec des propositions. Avec la coalition, avec une potentielle alliance avec le camp présidentiel. Il y a un pied dedans puisqu'on met les propositions sur la table, un pied dehors parce qu'on ne veut pas aller au gouvernement, on ne veut pas de coalition gouvernementale. C'est deux choses totalement différentes. Et pardon de contester votre expression d'un pied dedans, un pied dehors, si vous me le permettez. Vous le permettez. Ce sont deux choses complètement différentes. Il y a des textes législatifs. Il n'y aura pas de coalition. Je ne sais pas comment on peut être plus clair. Il a les deux pieds à l'intérieur des Républicains. Donc si on laisse l'idée d'un pied dehors, un pied dedans, on fait, si vous voulez, le jeu de ceux qui voudraient qu'on éclate ou qu'on soit absorbé. Ce n'est pas la situation. Il n'y a aucune ambiguïté sur le sujet et il a été clair hier, on ne peut être plus clair. Donc il n'a pas un pied dedans, un pied dehors, il a les deux pieds aux Républicains. Après la séquence de l'Assemblée nationale et les tractations, on a du mal à avoir de la clarté dans cette proposition. Moi j'ai une dernière petite question peut-être. Les propositions que vous avez déposées hier dans ce pacte législatif, elles sont négociables ou absolument pas négociables ? Donc les textes vont être proposés et puis vous savez que le travail législatif, il y a aussi un travail d'amendement et là je laisserai mes collègues députés à l'Assemblée peut-être développer la manière dont ils vont vouloir mettre ça en musique. Donc il y a toujours une possibilité d'amendement pendant un travail législatif. Mais en tout cas, les options sont claires. Moins d'immigration, plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat et
selon moi, ça passe justement par la compétitivité des entreprises. Ça, c'est pas négociable. Ce sont des valeurs. Si vous voulez, c'est un socle. Et après, ce sera, si vous voulez, aux députés et aux sénateurs de mettre tout ça en musique si un exécutif s'empare de ces propositions. Merci beaucoup, Laurence Saillet, d'avoir accepté notre invitation ce matin dans le 6-9. Je vous laisse quittez votre place pour laisser la place justement à Sarah Legrain qui va vous suivre, qui est députée La France Insoumise, Nouveau Front Populaire de Paris. Bonne journée à vous, Laurence Saillet. Sarah Legrain, installez-vous très tranquillement. Je vais vous faire le verbatim, comme on dit, de ce qu'a dit François Ruffin ce matin à la radio. Il parle de petits calculs cyniques de la gauche. Il compare même la situation aux guignols. Il dit on pourrait faire les guignols de l'info. C'est une tragédie. Et il dit il y a vraiment même un découragement. Vous lui répondez quoi à François Ruffin? Vous pourriez faire les guignols de l'info? Bon, je pense que ce n'est pas raisonnable de dire ce genre de choses. Je pense que surtout, il faut s'adresser à l'intelligence des Françaises et des Françaises qui sont tout à fait capables de comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment. S'il y a un numéro de guignol, il est du côté du chef de l'État qui a fait une dissolution de son propre choix, qui a perdu aux élections législatives, après avoir déjà perdu aux élections européennes, et qui maintenant s'accroche à son pouvoir et refuse de faire ce que fait n'importe quel chef d'État dans n'importe quelle démocratie du monde quand il est battu aux urnes, à savoir nommer un Premier ministre de la force qui est arrivé en tête aux élections législatives. Eh bien, ce n'est pas la question, parce que la première des questions, c'est qu'Emmanuel Macron doit reconnaître sa défaite. Et nous avons dit que nous sommes au travail pour en proposer un, et d'ailleurs nous avançons plutôt pas mal, puisque nous avons déjà réussi à l'Assemblée nationale à répondre à Emmanuel Macron, parce qu'il voulait éviter, vous l'avez suivi, il voulait éviter d'avoir à nommer un Premier ministre du Nouveau Front Populaire, donc il a dit tout se jouera le 18 à l'Assemblée nationale. En attendant, vous n'avez pas fait de proposition. Et là, Laurence Tubiana a encore renoncé à devenir Premier ministre. C'était cette candidature proposée par les écologistes, par le Parti communiste, par les socialistes. Est-ce que c'était, pas par vous, vous ne vouliez pas de Laurence Tubiana? Est-ce que c'était une vengeance aussi au fait que Huguette Bello n'a pas été adoubée par le reste de la coalition du NFP? Attendez, ce n'est pas sérieux, et puis ça crée, je crois, ça participe là de la colère des Français et des Françaises de présenter les choses comme ça. Donc je vous le dis franchement, je ne trouve pas ça sérieux de le présenter comme ça. On n'est pas dans une affaire de personne, on n'est pas dans une affaire de vengeance ou de calcul politicien. C'est pas du tout la question. La question, c'est que les électeurs et les électrices, ils ont déjà un premier motif pour se sentir trahis, c'est qu'ils voient qu'Emmanuel Macron ne respecte pas le résultat des urnes alors qu'il a lui-même provoqué l'élection. Le deuxième motif, ce serait de se dire, eh bien nous avons voté pour un programme, et puis la première chose que fait la force qui est arrivée en tête, c'est de dire, eh bien écoutez, ce programme, on va le remballer, on va voir qu'est-ce qui serait possible de faire avec les acteurs du Front républicain. Et nous, dès le début, nous avons dit, attention, il n'y a pas de Front républicain. Nous, nos électeurs, ils nous ont donné mandat pour rejeter le Rassemblement national, et nous l'avons fait, et nous l'avons refait de nouveau, de façon très claire à l'Assemblée nationale. En revanche, ils nous ont pas dit, faites une coalition avec les macronistes, et c'est pas sur ce thème que nous sommes présentés aux élections. Je termine juste, si vous me le permettez. Nous ne sommes pas présentés aux élections en disant, eh ben écoutez, on vous propose quelque chose, mais le lendemain de l'élection, on va déjà voir si ça satisfait les macronistes de mettre le SMIC à 1 600 €, d'abroger la réforme des retraites. Donc notre responsabilité, c'est de gouverner pour appliquer ce programme. Gouverner sans majorité. Et bien précisément, et bien je pense, depuis le 8 juillet, que je réponde, si vous me dites gouverner sans majorité. Aujourd'hui, nous déposons une proposition de loi pour abroger la retraite à 64 ans. C'est une réforme d'Emmanuel Macron qui a été passée sans vote de l'Assemblée nationale par 49 voter avec le Rassemblement national. Alors que 9 Français sur 10 et une majorité de l'Assemblée nationale étaient contre cette réforme. Donc je pense que nous pouvons parfaitement déposer cette réforme, et ce sera aux autres de prendre leurs responsabilités. Et s'ils veulent faire tomber un gouvernement sur ce genre de texte, ils devront en rendre compte devant les Français, mais nous au moins, devant les Français, nous serons clairs et nous ferons ce que nous avons dit. Depuis le 8 juillet, c'est ce discours-là, vous le répétez les uns et les autres, essentiellement les insoumis, en boucle. Ce que dit François Ruffin, c'est que ce que les Français voient, c'est que depuis le 8 juillet, le discours qu'on voit, c'est que l'alliance de gauche se déchire, se débat, est incapable, parce que là c'est juste factuel, est incapable de s'accorder sur un an, est incapable de s'accorder sur un an pour le poste de Matignon. Lorsqu'il y a un dernier nom qui est proposé, ou c'est d'un côté les socialistes, a priori, qui s'opposent pour l'un, ou de l'autre côté, c'est vous, les insoumis qui s'opposez à la nomination de l'autre. Donc le constat, et ma question est assez simple, le constat qui est là aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas forcé de faire le constat de
l'échec, tout simplement. Non, absolument pas. Et laissez-moi, s'il vous plaît, juste vous répondre pour vous rappeler ce qu'on a fait ces derniers jours et ces dernières semaines. Oui, ça prend du temps de réfléchir à rien de moins qu'un Premier ministre et l'architecture d'un gouvernement respectueux d'une coalition dans sa diversité et en capacité d'appliquer le programme sur lequel il a été nommé à travers l'élection législative qui a mis le nouveau Front populaire en tête. Donc oui, ça prend du temps. Il y a même, je vais vous dire, des pays où ça prend plusieurs mois. Et puisque nous nous appelons le nouveau Front populaire, je peux vous rappeler que le Front populaire avait mis 1 mois à constituer un gouvernement à l'époque. Donc je crois que ça n'a rien de scandaleux. Ce qui est scandaleux, c'est effectivement si on fait croire aux Français, ou si les Français se disent, c'est une affaire de personne. La première des démonstrations que nous avons faites, c'est que la semaine dernière, nous avons réussi à nous mettre d'accord, nous avons présenté ensemble une candidature au consensus. Au consensus. Nous avons tous été à fond derrière M. Chassaigne, qui a même pris des voix en plus que le nouveau Front populaire. Et s'il ne l'a pas emporté, c'est parce que vous avez des ministres qui ont voté alors qu'ils étaient à la fois ministres et députés. Et nous faisons un recours sur le sujet. On parle justement de M. Chassaigne. Alors, attendez, premier élément. Deuxième élément, sur la question du Premier ministre. Oui, nous y travaillons. Et je suis désolée, je ne suis pas d'accord pour dire tout le monde rejette des noms. Nous, par exemple, nous avons mis un certain nombre de noms sur la table. Nous avons mis 5 noms différents sur la table. 4 noms d'insoumis qui ont tous été rejetés et on n'a pas compris les motifs. Et donc, je ne crois pas que ce soit des questions de personnes. Visiblement, il y a un problème avec le fait que ce serait un insoumis. Ce qui, moi, me semble donc vous bizarre. Dites que les socialistes bloquent. Attendez. Vous dites que les socialistes bloquent. Oui, à partir du moment où Olivier Faure avait dit que c'était la première force qui devait logiquement présenter son Premier ministre, ça nous semblait logique que ce soit un insoumis ou une insoumise. Nous en avons proposé 4 en montrant que nous étions justement pas arc-boutés sur des personnes. Les 4 ont été rejetés sans le moindre argument. Nous avons ensuite donc c'est les socialistes qui bloquent la nomination d'un insoumis. J'aimerais revenir sur un épisode qui est important. Le Parti communiste français a fait une proposition, Huguette Bello. Huguette Bello, elle est présidente de région. C'est une femme des Outre-mer. Elle a des combats incroyables pour le féminisme, pour l'antiracisme, etc. Et en plus, elle a l'avantage d'avoir réuni une majorité qui est en fait composée des forces du nouveau Front populaire. Madame Legrand, ce que vous elle a dites, été proposée par le Parti communiste français et nous avons dit oui. Et donc nous ne sommes pas opposés et nous n'avons pas eu de raison et je ne sais toujours pas à cette heure. Donc ce que vous dites, pourquoi comme Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas s'il s'y oppose encore. Vous dites comme Jean-Luc Mélenchon que les socialistes aujourd'hui, ce sont eux qui bloquent le processus. Eh bien, je considère qu'à partir du moment où ils n'ont fait que poser des vetos, et ils n'ont posé pendant longtemps qu'un seul nom, à savoir le nom de leur chef. Donc, au bout d'un moment, ils peuvent comprendre que, voilà, s'ils se sont arc-boutés, s'il y a quelqu'un qui s'est arc-bouté à un moment, c'est eux. Et à partir du moment où ils ont posé le nom de Madame Tubiana, nous avons pris au sérieux cette proposition et nous avons dit, nous, cette proposition ne nous convient pas parce que Madame Tubiana s'était illustrée une semaine auparavant, quelles que soient ses qualités par ailleurs de diplomate, une semaine auparavant, elle avait signé un texte qui proposait ce que je viens de vous dire que nous ne voulions pas faire, à savoir une coalition avec les macronistes en tendant la main aux autres forces du Front républicain pour faire autre chose que le programme du nouveau Front populaire. Nous avons dit, ça ne nous semble pas sérieux de proposer à une femme qui dit ça d'être la première ministre du nouveau Front populaire. Et je crois que les Françaises et les Français peuvent le comprendre. Ils ne se disent pas que c'est une guerre de noms. Ils se disent c'est une question stratégique. Et moi, je redis une chose, c'est que Huguette Bello était une proposition très intéressante. Et qu'il n'y a eu qu'un seul argument avancé par le Parti socialiste qui était que, apparemment, les écologistes n'étaient pas d'accord. Et les écologistes, entre-temps, ont dit que non, c'est pas vrai qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc, je suis encore... Les écologistes et les communistes, c'est d'accord sur Madame Tubiana aussi. Je suis en train de me... Ben là, en l'occurrence, vous avez la France Insoumise, le Parti communiste français et, si j'ai bien compris, les écologistes qui n'ont aucun veto sur Huguette Bello. Huguette Bello qui rassemble le nouveau Front populaire dans sa région. Donc, moi, j'aimerais peut-être que le Parti socialiste, puisqu'il nous dit qu'il faut absolument prendre des décisions aujourd'hui, nous redise quelle est son objection à la candidature d'Huguette Bello. Vous parliez d'André Chassaigne tout à l'heure, qui en effet a été à ça de briguer le perchoir à l'Assemblée nationale. C'est un nom qui circule aussi aujourd'hui pour aller à Matignon. Est-ce que, entre autres, il y a aussi Benoît Hamon ou encore Cécile Duflot, est-ce que ce sont des noms potentiellement pour vous qui peuvent aller à Matignon ? Précisément, pour ce que je viens de vous dire, je ne vais pas là commencer à parler des noms, à lancer des nouveaux noms. Ce serait une bonne candidature, mais je veux pas que les Français se disent, je veux pas que les Français se disent on ne comprend pas, il y a des tas de noms qui circulent. On ne sait même pas, parfois il y a des noms qui sont avancés, on ne sait même pas si les personnes concernées ont été évoquées au courant du nom. Moi, c'est pas comme ça qu'on fait les négociations et c'est pour ça qu'il faut s'en tenir à notre méthode. André Chassaigne, avant que ce soit la conclusion de nos discussions, et son nom n'avait pas été jeté partout. Donc il faut faire attention à ce que nous faisons. Nous, il y avait une proposition qui nous semblait sérieuse et le nom a été sorti et vous savez que vous aviez 3 forces qui étaient d'accord avec cela. Moi, j'attends toujours les arguments du Parti socialiste sur le sujet. Je pense toujours que ce serait une bonne option et je pense que sinon, il faut travailler sur ce genre de profil. Vous souhaitez que ce soit un candidat qui soit proche des Insoumis
ou des Insoumis ou proches des Insoumis pour Matignon. Attendez, votre je veux dire, on parle du nouveau Front Populaire. Donc le nouveau Front Populaire, vous avez la force insoumise dedans. Donc on ne va pas prendre quelqu'un d'éloigné des Insoumis, mais on ne va pas prendre non plus quelqu'un d'éloigné de tous les autres. Je veux dire, Huguette Bello, dont je vous parlais justement, elle a une majorité avec tout le monde. Donc justement, nous avons accepté le veto des socialistes sur 4 de nos noms insoumis. Donc je suis désolée, je ne suis pas d'accord pour faire comme si tout le monde bloquait, pinaillait. Par contre, c'est une discussion politique de fond. Et par ailleurs, on a tout un gouvernement à concevoir. Donc c'est aussi une réflexion compliquée à avoir. Et donc effectivement, je demande aux Français et aux Françaises un peu de patience, même si je comprends qu'ils aient urgemment envie d'abroger la réforme de la retraite et d'augmenter le SMIC. Il y a un député qui est négociateur du nouveau Front Populaire qui a dit à nos journalistes du service politique de TF1 LCI, sous couvert d'anonymat, donc on ne peut pas vous dire s'il vient des écologistes, de la France Insoumise ou autre, mais il dit, je le cite, « Ça me saoule. Il y a 2 risques. Soit l'Assemblée nationale est ingouvernable et les gens vont se dire qu'on ne sert à rien, soit c'est la continuité et là c'est le champ libre à Marine Le Pen pour 2027. » Est-ce que vous n'êtes pas en train, avec toutes ces dissensions, de dérouler le tapis rouge à Marine Le Pen pour 2027 ? Alors je vais répondre à cette question. Qu'est-ce qui effectivement déroulerait le tapis rouge à Marine Le Pen ? Je pense que la première des choses, c'est effectivement d'alimenter ce qu'on a entendu pendant des années, à savoir qu'il n'y avait pas d'alternative à Marine Le Pen à part Emmanuel Macron. Et je crois que les Français, ils ont eu un vote clair où ils ont dit qu'ils voulaient tourner la page des maltraitances du macronisme et repousser le risque du Rassemblement national. Et ils l'ont fait en se portant sur le programme du nouveau Front Populaire. Donc nous, notre responsabilité, c'est de montrer qu'il y a un autre chemin. C'est pour ça que dans la Républica, et Jean-Luc Mélenchon se pose en seul candidat opposé à Marine Le Pen pour 2027. C'est ce qu'il dit clairement. Lui, il voit 2027, un duel au second tour face à Marine Le Pen. Oui, il dit que c'est effectivement entre la force que incarne aujourd'hui le nouveau Front Populaire, qui est en gros la gauche radicale, et l'extrême droite que ça va se jouer. Le nouveau Front Populaire et la gauche radicale, on a toujours dit... Le nouveau Front Populaire et la gauche radicale, c'est la même chose ? En tout cas, le programme du nouveau Front Populaire est un programme de rupture avec la gauche libérale, qui était la gauche du hollandisme, et qui était la gauche qui a mené à Emmanuel Macron. Je crois que tout le monde peut le voir. Et donc, on a dans ce programme-là un programme de rupture. Populaire, c'est le programme de la France Insoumise. Ce que vous venez de dire là. Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous dites que le nouveau Front Populaire, c'est la ligne de Jean-Luc Mélenchon. Je dis qu'il y a un programme qui est le programme du nouveau Front Populaire. Et le nouveau Front Populaire a rassemblé sur une ligne de rupture de façon assez nette. Tout le monde a considéré, puisque d'ailleurs, tout le monde a dit que ce serait, mon Dieu, la catastrophe et un changement terrible. Ben justement, si nous arrivons au pouvoir, nous changerons par rapport à Emmanuel Macron. Et pour revenir à votre question, oui, ça déroule le tapis rouge à Marine Le Pen de faire comme si, justement, il y avait toujours... Elle prenait, vous vous souvenez, l'expression UMPS. Ben moi, j'ai pas envie de donner l'impression aux électeurs que de toute façon, quoi qu'ils votent, vous avez Emmanuel Macron qui respecte pas. Donc lui, il a une très lourde responsabilité aujourd'hui dans le fait de pas respecter le résultat des votes. Et puis ensuite, vous avez les gens qui s'arrangent pour faire autre chose que ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient et pour continuer la même politique. Donc nous devons montrer que nous pouvons faire autrement. Et effectivement, il y a un risque que le gouvernement tombe. Mais déjà, moi, j'attends de voir. Sur quoi vont-ils faire tomber le gouvernement ? J'entends que M. Darmanin parle d'augmentation du SMIC. Est-ce qu'il assumera de faire tomber un gouvernement qui propose une augmentation du SMIC ? Je ne sais pas. Et s'ils font tomber le gouvernement, ils savent très bien, au vu de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et de la cohabitation que nous avons imposée à Yael Braun-Pivet à l'Assemblée nationale, ils savent très bien que le prochain gouvernement qui tombe, c'est le gouvernement macroniste, dont on ne sait pas d'ailleurs comment il serait constitué, vu qu'il visiblement il n'arrive pas à faire d'accord avec la droite. Pardon, comme il ne reste pas trop de temps, je vous presse un peu, mais je voudrais vous faire réagir à une question aussi qui a été posée à Jean-Luc Mélenchon dans cette interview à la Républica, entre autres. On lui dit, pensez-vous qu'il soit possible de reconquérir les électeurs du Rassemblement national ? Et il dit justement, nous avons proposé le salaire minimum à 1 600 €, la réouverture des écoles dans les zones périphériques. Cela ne marche pas. Et savez-vous pourquoi ? Leur priorité est le racisme. Est-ce que ça n'est pas dangereux, comme ça, de stigmatiser plus de 10 millions d'électeurs du Rassemblement national en leur disant leur priorité, c'est le racisme ? Est-ce que vous pensez vraiment que 10 millions d'électeurs aujourd'hui en France sont racistes ? Pardon, mais la priorité, c'est qu'effectivement, ce qui est le plus dangereux dans le pays actuellement, là, c'est le racisme. Le racisme, c'est dangereux, ça je suis d'accord, mais vous dites que les 10 millions d'électeurs du RN sont racistes. Il ne vous aura pas échappé que pendant les quelques semaines où on nous a expliqué partout dans le pays que l'extrême droite allait arriver au pouvoir, à coup de 27 sondages sur 27 qui donnaient l'extrême droite gagnante de l'élection législative, je le rappelle, vous avez eu une multiplication des propos racistes, des actes racistes dans le pays. Et beaucoup de gens qui ont dit, quand le Rassemblement national arrivera au pouvoir, enfin nous pourrons libérer notre racisme. Et je crois 10 millions de Français sont racistes. Je crois que c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que j'ai dit. C'est le sentiment. Mais madame, écoutez-moi, écoutez ce que je dis. Écoutez ce que je dis. Je dis que je ne pense pas que nous puissions combattre le Rassemblement national en mettant de côté le fait que le Rassemblement national charrie des idées racistes. Et je pense qu'effectivement, il convainc un certain nombre de personnes que leur problème, ce n'est pas
le patron qui ne les paye pas suffisamment, ce n'est pas l'actionnaire qui s'enrichit sur leur dos, ce n'est pas le profiteur de crise, mais le problème, c'est l'immigré. Il y a un certain nombre de personnes qui sont convaincues de ça. Évidemment que nous souhaitons les convaincre d'autre chose, mais nous ne pouvons pas détourner le regard du racisme et nous devons aussi nous adresser à toutes les Françaises et tous les Français qui sont parfois dégoûtés des élections et qui sont très inquiets de voir le racisme progresser dans le pays, et c'est important de s'adresser à eux. Madame Legrain, aussi. si le racisme est un problème, l'antisémitisme en est un aussi. Bien sûr, ça fait partie du racisme, l'antisémitisme. J'aimerais avoir votre sentiment sur la déclaration de député de votre famille, Thomas Porte, qui a dit que les sportifs israéliens n'étaient pas les bienvenus en France, et d'Aymeric Caron, qui a lui en a rajouté en disant que le drapeau israélien ne devait pas... rapport je voulais savoir ce que vous pensiez de ces deux sorties de vos amis. Quel est le rapport je vous demande quelle est votre réaction. Est-ce que vous partagez l'antisémitisme? Non, je voulais savoir ce que vous partagez les propos de Thomas Porte. Est-ce que vous partagez la même chose? Vous pensez que le drapeau israélien ne doit pas... Je vais vous dire pourquoi. Le propos de Thomas Porte, c'est exactement le même que le propos que Anne Hidalgo a tenu au sujet des athlètes russes. Et comme vous êtes une chaîne qui traite beaucoup du conflit on ne peut pas comparer la Russie avec Israël dans ce cas-là. Laissez-moi dérouler ce que je veux dire. Ça veut dire qu'on considère que les Jeux Olympiques, c'est un moment où il y a de l'expression politique et où des États peuvent utiliser cet événement politique des Jeux Olympiques pour faire la promotion de leurs actions. Et quand on a un État qui viole le droit international, comme c'est le cas de la Russie, mais comme c'est le cas aussi du gouvernement israélien, et comme ça a été montré même encore récemment par la Cour internationale de justice, je rappelle que le gouvernement israélien est actuellement sous le coup de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Donc vous avez tout un tas d'organisations du droit international qui disent « nous avons ici affaire à un gouvernement qui viole le droit international ». À partir du moment où on considère que quand les Russes violent le droit international, eh bien proposer aux athlètes russes ou imposer aux athlètes russes d'être non pas exclus des Jeux Olympiques, mais d'être sous bannière neutre, c'est-à-dire d'éviter que le drapeau russe soit brandi. Ça, c'est le Comité international olympique qui en décide. C'est le Comité international olympique qui en décide. De dire derrière, bien sûr, et donc je pense, et c'est exactement ce que nous avons dit, monsieur, c'est ce que nous avons dit. Nous avons dit, le Comité international pourrait prendre la même décision en refusant que les Jeux Olympiques soient l'occasion de un gouvernement comme Thomas Porte vous appelez à la mobilisation. Pendant cette période-là, la mobilisation contre les délégations israéliennes. La mobilisation contre le massacre en cours à Gaza. Parce que tout ça, ces accusations d'antisémitisme, elles servent à ne pas parler de ce qui est en train de se passer à Gaza, avec des milliers et des milliers de personnes qui meurent maintenant depuis des mois. Merci Sarah Legrain d'avoir accepté notre invitation ce matin dans le 6-9.